En 2019, l'ancien président Jimmy Carter a déclaré qu'au cours des 242 années écoulées depuis que les États-Unis sont devenus un pays, il n'était en paix que pendant seulement 16 ans. De 1945 à 2001, parmi les 248 conflits armés survenus dans 153 régions du monde, 201, soit 81%, ont été déclenchés par les États-Unis. Des universitaires de l'Université du Nouveau-Mexique disent, et ce sont leurs propres mots, depuis 1898, les présidents américains ont constamment combiné action militaire et promotion de la démocratie, malgré les contradictions apparentes. D'autres disent sans ambages que les États-Unis se sont réservé le droit de décider quel pays peut être qualifié de démocratie en fonction de leurs propres intérêts géopolitiques. Si les États-Unis vous aiment, comme l'Ukraine, quelle que soit la forme de gouvernement que vous avez, ils diront de vous que vous êtes une démocratie et vous donneront tout l'argent que vous voulez. Si vous cherchez à être indépendant du contrôle américain, si vous ne vendez pas vos ressources naturelles aux États-Unis, alors on vous refusera les bases financières dont vous avez besoin pour créer votre propre masse monétaire et financer votre propre croissance économique. Le Washington Institute for Policy Studies a récemment estimé en fait que depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis ont augmenté de 21 000 milliards de dollars leur budget pour ce qu'ils appellent la militarisation étrangère et nationale. Et ces dépenses vont se poursuivre dans le futur. Donc c'est vraiment trop d'argent. La situation a été la suivante. Nous devons nous éloigner du complexe militaro-industriel sécuritaire. C'est ce contre quoi le président Eisenhower nous a mis en garde en 1961, qui est devenu un monstre sous stéroïdes dans la guerre du Vietnam et plus encore dans les guerres qui ont suivi comme l'Afghanistan. Si n'importe quel autre pays avait bombardé autant de pays que les États-Unis, renversé autant de gouvernements, envahi autant de pays que les États-Unis l'ont fait, le monde serait révolté. Mais les États-Unis estiment qu'ils ont le droit de le faire avec cette notion d'exceptionnalisme américain, comme l'a dit l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright. Si nous utilisons la force, c'est parce que nous sommes l'Amérique. Nous sommes la nation indispensable, nous sommes plus grands et nous voyons plus loin dans l'avenir que les autres pays. Personne d'autre ne parle comme ça, mais les États-Unis s'en tirent d'affaire parce que les États-Unis sont une domination mondiale. Il existe divers outils politiques pour atteindre les objectifs de Washington. Action militaire, persuasion diplomatique, suppression technologique, aide économique, etc. Mais si vous regardez l'histoire récente, il est facile de remarquer que Washington a favorisé un outil spécifique, les sanctions économiques. A new set of sanctions. Immediately sanctions. Sanctions should remain in place. Si vous visitez le site web du département américain du Trésor, vous trouverez une liste de tous les programmes de sanctions actifs que les États-Unis imposent actuellement à des régions, des pays, voire des groupes et organisations très spécifiques dans le monde entier. Cette longue liste, qui comprend 36 sanctions effectives, couvre tous les continents à l'exception de l'Antarctique. À elle seule, l'administration Obama a désigné une moyenne de 500 entités à sanctionner par an, rien que pendant son premier mandat. Ce chiffre a presque doublé pendant la présidence de Donald Trump, puis vint Joe Biden. Le critique virulent de son prédécesseur n'a pas modifié fondamentalement, mais a plutôt hérité de la quasi-totalité des programmes de sanctions de l'ère Trump. Nombre de ces sanctions ont été imposées au nom de la démocratie. Washington ayant allégué des violations des droits de l'homme. Mais qui est chargé de juger et de vérifier ces accusations? Et qui est chargé d'évaluer si la démocratie est correctement servie par les sanctions? En abandonnant l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, l'administration Trump a ensuite imposé ce que l'on appelle la pression maximale à Téhéran. Le gouvernement américain a affirmé que la nourriture et les médicaments ne feraient pas partie de la liste des embargos. Mais cette affirmation s'est avérée n'être qu'une imposture. Les sanctions ont entraîné de graves pénuries de médicaments en Iran depuis 2018. Cela a laissé plus de 6 millions de patients dans le pays qui luttent contre le cancer, les troubles sanguins, le diabète et d'autres maladies mortelles, luttant pour leur vie sous la pénurie de médicaments. Cette situation a été rendue encore plus grave par la pandémie de Covid-19.
Maintenant, alors que la COVID-19 est sur nous, Remdesivir est un médicament très important. Des médicaments comme Régicène sont très importants. Puis un médicament appelé Favipiravir est très important pour contrôler le virus. Le monde est un village global et nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin de ces médicaments. Leur production principale est dans les pays étrangers et les sanctions ont rendu leur importation très difficile. Aujourd'hui, les États-Unis restent la plus grande économie du monde et le seul pays capable de projeter sa puissance militaire à l'échelle mondiale. Et souvent, sous couvert de promouvoir la démocratie, ils ont cultivé l'hégémonie, laissant une traînée de sang et de troubles dans le monde entier.